Alors, la data est un sujet pour tous les métiers de la pub, hein, toute la chaîne de valeur est concernée, l'annonceur, l'agence, les régies télé et Internet. On va précisément maintenant en discuter avec un représentant de chaque entité. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Sylvia Tassantofola, présidente du SRI, le syndicat des régies Internet. Salut Sylvia. Jean-Luc Chétit, directeur général de l'UDA, l'Union des annonceurs. Soyez le bienvenu. Raphaël De Andréis, président de l'UDECAM, et Régis Ravanas, le président du SNP-TV. On va s'installer tous les 5. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Jean-Luc Chétit, on va peut-être commencer avec vous, avec un paradoxe. L'annonceur cherche à mieux cibler ses campagnes tout en respectant la vie privée de chacun. Le RGPD est devenu une réalité. Comment peut-on agir avec efficacité et responsabilité? Bon, c'est une vaste question. Hein. J'attaque oui. d'entrée. On y va. Voilà, sérieusement. Moi, je crois que c'est une réalité. Le RGPD, c'est une nécessité. Donc, on n'est plus dans la période du « ou ». On ne peut pas considérer qu'on va pouvoir faire de l'hyperciblage et ne pas se préoccuper en même temps de la question fondamentale qui est le respect de la donnée privée. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur l'exemple américain était très intéressant parce que, en effet, ça paraît une évidence, mais c'est mieux quand c'est bien dit et bien expliqué, mais il y a beaucoup de pertes dans le ciblage quand on est trop sur un ciblage qui est uniquement socio-démo. Et donc, quand on étend le ciblage, on est normalement plus pertinent. Donc, il faut être capable d'être plus pertinent pour éviter de toucher des gens qui ne seraient pas intéressés par nos communications. Donc, être plus pertinent, c'est une réponse qui est permise par la data. Maintenant, dans le monde dans lequel on opère, on n'a pas encore su, et je pense que c'est ensemble, c'est uniquement l'écosystème qui va être capable de le faire, on n'a pas su réellement répondre à cette attente des Français, qui est la pertinence sans l'intrusivité. Aujourd'hui, en télévision, on a des outils de ciblage un peu meilleurs qu'on les avait par le passé, mais on n'a pas encore réussi à les exploiter au maximum de leurs possibilités. Je pense qu'il faut y aller. Et après, dans l'univers du digital plus classique, mais qui est celui de la donnée personnelle, là, la pertinence n'y est pas. Et donc, on a un phénomène de perception de la part des Français. Absolument. C'est une réalité parce qu'il y a vraiment de soupçons qui... Non, la perception et la réalité se rapprochent et elles ont un effet, les deux, c'est l'adblocking. Le fait que les Français ne veulent plus recevoir de la publicité et quand on leur dit « est-ce que vous voulez recevoir de la publicité qui soit pertinente ?» ils comprennent de la publicité qui est intrusive. Donc, on a un vrai challenge de l'écosystème de redonner à la publicité un sens et pour lui redonner du sens, retrouver cette valeur qui est la protection de la donnée personnelle et la pertinence. Voilà. Si on est capable de remettre ça dans le système, on va retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir communiquer. Sinon, on va se refermer dans un monde dans lequel les Français ne voudront plus voir de publicité. Alors, à l'UDA, vous avez initié une démarche pour une meilleure compréhension des indicateurs d'efficacité. Cette démarche, c'est la démarche Audace. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, Audace, c'est un programme, en effet, pour essayer de recréer les conditions de la confiance. Et dans un des leviers de cette confiance, il y a la mesure de l'efficacité. Nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs, alors le SRI, le SNP-TV, l'UDECAM, tous ensemble, pour essayer de créer des standards. J'entendais tout à l'heure, c'était très juste, nous sommes dans un monde dans lequel il n'y a pas de standards. Dans l'efficacité, non plus. Il n'y a pas de standard. On compare des choses qui ne sont pas comparables. On parle de vidéo vue, on compare avec un GRP. Comment peut-on comparer une vidéo vue et un GRP ? Et pourtant, il faut bien, dans le métier de l'annonceur, être capable de comparer pour pouvoir décider. Donc, il nous faut établir ensemble des standards qui ne soient plus discutables et qui nous permettent d'agir, d'opérer
en essayant d'avoir le maximum, ça ne sera jamais parfait, mais le maximum de points communs entre nous pour pouvoir échanger. C'est une sorte d'espéranto de l'efficacité qu'il faut créer. Raphaël De Andréis, on parle beaucoup de ciblage, de data depuis le début de cette matinée, et vous dites qu'il ne faut pas oublier les contenus. Oui, alors, plutôt que beaucoup de choses très, très justes ont été dites autour des data. Donc moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est en tant qu'agence, ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment d'être le plus pointu possible pour conseiller les annonceurs sur ces sujets-là, mais aussi de réfléchir un peu au coup d'après. Et moi, le coup d'après qui me paraît très important et qui, je pense, est totalement sous-estimé, c'est la puissance du contexte. C'est-à-dire que je pense que la Coupe du Monde est un très bon exemple en ce moment. On voit, voilà, je prends ma casquette Havas une seconde, on fait un spot pour EDF, vous avez peut-être vu avec des dragons qui survolent des activités d'EDF, et qu'à un moment donné, à la fin, il y a un pack shot, et c'est un jeu vidéo, et c'est l'équipe de France qui est mise sur ce jeu vidéo. On voit bien que quand vous faites ça à l'intérieur d'un match de l'équipe de France, la capacité de mémorisation et d'impact, et d'agrément et d'engagement et tout ce qui va avec, parce que vous avez su tenir compte du contexte. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc, il y a de la pertinence, parce que les gens ils sont là pour voir un match de foot, donc a priori, ils vont être assez contents de voir Griezmann et Paul Pogba dans une pub, puisque c'est l'objet de leur passion du moment. Et donc là, on voit bien, chacun peut comprendre avec bon sens que si l'écosystème annonceur, agence, évidemment médias est capable de multiplier ce type de choses, on a, évidemment la data est un élément important, mais on a aussi, je dirais, si on raisonne en 2D en disant data et audience, là on peut raisonner en 3D en rajoutant le contexte. Et donc on y reviendra peut-être avec des exemples, mais il me semble qu'il y a là des gisements d'efficacité et de pertinence, je pense que ce point est très important, phénoménaux. Et ça, c'est, à mon avis, en plus des choses qui remettent au premier plan les fabricants et les distributeurs de programmes, parce que, voilà, on choisit son programme. Je suis malheureux de vous le dire, mais on ne choisit pas son écran de pub. On ne se dit pas, tiens, je vais venir ce soir, il y a un écran de pub extraordinaire, tu vas voir. Non, on le subit plus ou moins agréablement selon la qualité de ce qu'il y a dedans. Et donc, si on arrive à rapprocher l'écran de pub de ce pourquoi les gens sont là, mais c'est exceptionnel. Voilà, donc ça peut être très ciblé pour peu, mais ça peut aussi être l'avantage de s'adapter au contexte, c'est que si vous avez 10 millions de gens très différents qui sont là pour ça, à un moment donné, vous pouvez être très pertinent avec une masse très puissante. Et donc nous, on réfléchit beaucoup, là je prends ma casquette Havas pour le coup, sur ces sujets-là. Et pour le coup, la Coupe du Monde est propice à ce rapprochement. Alors, la preuve par l'exemple, on va regarder ensemble un spot, c'est celui d'Orange que vous avez peut-être vu. On fait le brief en quelques mots. En gros, on demande aux Français d'être volontaires pour être filmés pendant le match. On reçoit et on fait un petit montage de ce qu'il y a de meilleur au moment, généralement, des actions de but, enfin, voilà, au moment où il y a de la passion et de l'enthousiasme. Et puis, quelques heures après, sur TF1, ça donne ça. Dans l'écran d'après même, je crois. Ok, famille suivante. Action! On les prend. Partagez vos plus belles émotions et soyez sélectionnés pour passer à la télé. Orange. Pour l'instant, c'est une histoire de pénalty. Encore 10 minutes à jouer. Attention quand même à cette poussée collective des Bleus avec Paul Pogba qui fait la jambe. Le ballon qui va franchir la ligne. 2-1 pour l'équipe de France. C'est la délivrance au bout du suspense. La France qui a le sourire. Et maintenant, il va falloir tenir, fermer et tenir jusqu'au bout. Allez, plus que 10 minutes. Orange. Voilà, donc le premier spot, c'était finalement l'appel au volontariat, et le deuxième spot, c'était pendant le match. Et tout ça est diffusé
Régis, Sylvia, on est quelques Oui, heures. quelques heures après. Ce sont des vrais gens, surtout. Et ce sont des vrais gens, absolument. Oui, c'est un appel au foyer français. Cette proximité, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ou pas ? Moi, je pense que si c'est fait... D'ailleurs, on voit bien que même le côté cheap de la façon dont c'est filmé n'est pas dévalorisant. Donc ouais, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire cheap, parce que si vous faites une pub cheap, c'est juste nul. Mais si vous avez une... on voit bien que quand c'est intelligent, moi je reprends ce mot qui est dit par les uns et les autres, quand c'est pertinent, on peut s'autoriser énormément de choses. Donc moi, ce que je voulais apporter plus comme pierre au débat, à la réflexion, plutôt que de dire encore des choses qui ont été très très bien dites sur la pertinence de la data, c'est que par le contexte, c'est un foisonnement de créativité. J'en parlais tout à l'heure, il y a quelques années, avec un diffuseur et une marque de grande distribution, il y avait une émission de cuisine. On avait fait la recette du jeu de cuisine qui avait été faite. On l'avait mis en magasin. C'était une sorte de pop-up ponctuel. Les gens s'étaient rués pour aller dans le magasin. On avait fait la pub de ce truc-là dans l'écran en résonance avec l'émission. Enfin, vous voyez bien la richesse, voilà. Et je pense que ça redonne un rôle, et là je reprends ma casquette agence média, agence tout court et agence média aussi, ça redonne un rôle aux agences qui doivent à un moment donné conseiller les annonceurs en disant voilà, la nouvelle émission de TF1, c'est incroyable, on pourrait faire un produit ponctuel, une collab, un truc qui ferait que les gens le samedi, au lieu d'aller dans les hypermarchés de gauche, ils vont plutôt dans les hypermarché de droite. Et donc ça, on voit bien que c'est un des grands leviers d'efficacité, l'exploitation intelligente. Et authenticité, comme le disait Absolument. à l'instant Sylvia. Régis, président du SNPTV, on a vu qu'aux États-Unis, ce que la data pouvait apporter à la télé. Sur le marché français, quels sont les enjeux de la data pour les chaînes de télé ? Alors, on a les mêmes enjeux que les Américains, on est juste un peu en retard. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même deux types d'offres qui sont déployées par les régies publicitaires télévisées en France. Il y a d'une part ce qu'on appelle le GRP Data, c'est surtout France Télévisions et TF1. Là, il s'agit d'améliorer le média planning en s'appuyant sur autre chose que des données socio-démo, en l'occurrence les ventes. Ça se déploie. Howard Schimmel nous expliquait qu'aux États-Unis, c'était vraiment un raz-de-marée. En France, ça commence, mais ça commence à aller de plus en plus vite. Si on regarde les 15 premiers annonceurs en France, 8 sont déjà convertis. Des entreprises comme Nestlé, comme L'Oréal et autres sont désormais dans le GRP Data. Et ça donne de très bons résultats. En moyenne, on mesure une augmentation des ventes pour un même budget, une augmentation des ventes de 5% par rapport à un média planning traditionnel socio-démo. Donc c'est très intéressant. Le deuxième type d'offre que déploient les régies, ça concerne davantage la télévision de rattrapage. Oui. Les régies ont déployé des DMP. Elles ont aussi demandé à leurs internautes de se loguer à leurs offres. 6play pour M6, MyTF1 pour TF1. Il y a 20 millions de personnes qui sont loguées à 6play ou à MyTF1, et France Télévisions aussi est dans cette dynamique. Et là, ça permet de recueillir des données socio-démo, des données de localisation, ces données agrégées à d'autres données comme celles par exemple d'annonceurs ou de tiers, eh bien on peut permettre d'avoir des cibles du type homme de 25-49 ans intéressé par l'achat d'une voiture, intentionniste. Voilà. Donc c'est quand même très très intéressant, ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, qu'on faisait avant, pardon. Et désormais, presque la majorité des inventaires de catch-up, de télévision de rattrapage, en OTT, parce que sur l'IPTV, ce n'est pas encore toujours possible, eh bien, sont enrichis de data. Donc, c'est quand même un mouvement de fond qui va déjà très, très vite. Alors, ça, c'est l'intérêt qu'on peut avoir avec la data en télévision pour améliorer le ROI de ces ventes. Il y a aussi un intérêt sur la mesure de l'efficacité, c'est ce que disait Jean-Luc, et je souscris à la démarche qu'il a lancée au sein de l'UDA. Il y a plusieurs études qui ont été lancées. L'UDA va les référencer, d'ailleurs. Le SNPTV va lancer 2 grandes études à ce sujet-là. Une étude sur le contexte, et je souscris aussi à ce que disait Raphaël, parce que la data, c'est très bien, mais le contexte, c'est quand même absolument essentiel. Et cette étude qui va être réalisée par Harris va permettre de mesurer quel est l'impact du contexte sur l'engagement du téléspectateur, sur son attention et sur l'efficacité d'un spot de télévision. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. On aura les résultats dans 6 mois environ. Il y a une autre grande étude qui va être lancée,
qui va être une étude sur le retour sur investissement de la télévision. 5 organismes vont travailler là-dessus, ça va être un très grand chantier. Ça permettra de mesurer donc cette efficacité, mesurer aussi quelle est la création de préférences de marque à partir d'investissements en télévision, et aussi les interactions avec d'autres médias, qui est très intéressant. Je crois que c'est un sujet auquel tu es très attaché, Jean-Luc. Nous aussi, on pense qu'il faut comprendre ce qui se passe lorsque on investit en télévision en même temps qu'en digital. Quelles sont les interactions? Et si on réfléchit à moyen terme, on va dire, c'est Bah, quoi le coup d'après? Le coup Les d'après, coups c'est vraiment la télévision adressée. Howard Schimmel en a parlé, c'est un sujet passionnant et surtout très, très, très structurant pour l'industrie à venir. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit qu'en Angleterre, Sky a déployé une offre qui est très intéressante. Ils réalisent déjà environ 10% de leur chiffre d'affaires publicitaire en télévision adressée. Un opérateur qui s'appelle SBS en Belgique a déployé une offre aussi très intéressante avec un opérateur télécom qui s'appelle Telenet. Et il propose désormais des items comme cibler des personnes qui ont une piscine, ou des personnes qui ont un jardin, ou des personnes qui ont une maison, qui ont une voiture, qui ont une pas, etc., etc. Des centaines de possibilités. Et on va vers ça. Alors, on a un boulet au pied en France, c'est notre réglementation. Et ça, il faut vraiment que ça bouge. Je crois que les pouvoirs publics sont conscients. On fait, nous, pas mal de lobbying au sein du SNPTV, bien sûr, pour faire bouger les choses, parce qu'il ne faudrait pas que la France soit en retard dans ce Ils sont mouvement. réceptifs ou pas, nos amis? Oui, ils sont réceptifs. Après, Ouais. évidemment, on est un pays conservateur, temps. donc on a du mal parfois à bouger. Mais nos interlocuteurs sont conscients du fait qu'on ne peut pas rester dans cette situation, parce que sinon, la France prendrait un retard très important, d'autant que la télévision adressée, ça permet une meilleure efficacité, c'est ce que montrait Howard Schimmel tout à l'heure. Ça permet aussi à de nouveaux annonceurs de rejoindre la publicité télévisée, parce que on peut y aller avec très peu de budget. On peut cibler un village, Aiguille, puisque notre ami Jean-Luc a une maison à Aiguille. On peut cibler un petit marché. Voilà. C'est bon à savoir. Rejoindre. Je crois que tu es invité. On peut accéder à la télévision désormais. On pourra accéder à la télévision avec des tout petits budgets. Ouais. Et ça permettra aussi de Donc on élargira finalement l'assiette. Élargir aussi le marché de la pub télévisée. Je rappelle que le marché de la pub télévisée, c'est aussi celui qui finance la création en France. Donc c'est très important qu'il se porte bien. Sylvia, tu présides le SRI, le syndicat des régies Internet. On a bien compris que là, on était dans un campus consacré à la télé. Pourquoi cette présence finalement? Alors, pas mais que je la t'aime télé. bien à titre personnel. Hein. Je vais y tu aller. comprends bien. Non, pas que la télé, parce qu'on l'a vu ce matin, derrière l'Advance TV se cache la logique de convergence. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien que le SRI soit là ce matin en termes de représentation, puisque tout l'enjeu, Jean-Luc l'a très bien exposé, c'est comment on casse les silos et comment maintenant on voit la mutation des usages, on voit la liquidité des contenus, c'est une réalité, c'est structurant et structurel. Donc comment aujourd'hui on retrousse nos manches et comment ensemble, au niveau de l'interprofession, on arrive effectivement à enfin déterminer des outils et des KPI communs pour faire en sorte que les marques puissent bénéficier à plein des opportunités que propose cette convergence. Et puis derrière, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement le média télévision rentre dans une logique de data, rentre dans une logique d'automatisation, de programmatique, on va en parler, je pense, ensuite. Et nous, le digital, on a aussi un enjeu finalement de prendre les normes et les standards référents de la télévision qui parlent à brand safety, la visibilité, le côté zéro fraude, etc. est extrêmement et légitimement rassurant. Donc comment aussi le digital s'inspire et comment finalement on arrive à proposer tous ensemble, c'est pas un côté trop visionnaire, mais c'est-à-dire finalement le meilleur des deux mondes parce que c'est une réalité aujourd'hui. C'est ça que veulent les marques. C'est comment simplement ils arrivent à opérer leur écosystème, leurs différents touchpoints et derrière mesurer l'efficacité de leur action. Voilà, donc c'est, je pense, important que tout le monde en travaille ensemble. Là encore, si on se projette dans l'avenir, quels sont les principaux chantiers à tes yeux? Pour être clair, il y a pas mal de chantiers. Le premier, donc, pour faire simple, c'est l'alignement des conventions de mesure. Jean-Luc l'a dit. Ne serait-ce que se mettre d'accord sur une définition
de la visibilité, de la complétion entre je viens de l'univers télé ou je viens de l'univers effectivement vidéo online. Voilà, c'est aujourd'hui pas fait. Ces conventions, elles n'existent pas complètement. Aujourd'hui, il y a eu des avancées significatives, c'est le deuxième point, sur la capacité à pouvoir agréger, effectivement, quand je suis dans une logique d'audience planning, les données de couverture. Donc, il y a des études qui sont faites, mais il n'y a pas ce côté industrialisation, finalement, de à un moment, je fais de la télévision, je fais du digital, quelle est effectivement mon optimisation de couverture par rapport à cela? Donc là, il y a vraiment un point. L'autre point, c'est partager les bonnes pratiques. Et je pense que ce qu'on fait ce matin et d'avoir ce benchmark au niveau de l'international est absolument décisif. On n'invente pas tout seul tout le temps et qu'à un moment, il y a effectivement des marchés qui sont plus matures. Et nous, au niveau du SRI, on s'est considérablement rapproché de l'IAB qui a cette fenêtre sur l'international pour pouvoir justement échanger. Donc voilà, nous, au niveau du digital, on a un énorme chantier. On parlait de la montée en charge de la blotting, etc. Donc nous, on a décidé de monter un label. C'est une initiative mondiale, effectivement, où en fait un certain nombre d'éditeurs ont décidé de normer pour réassurer et conforter les marques et les agences que voilà, la capacité des sites adhérents du SRI pouvait apporter une proposition extrêmement rassurante. Et donc ce label aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons désormais 69 sites. On touche désormais 46,1 millions de visiteurs uniques et on atteint 87,5% de reach. Donc c'est voilà, la première fois qu'on communique sur des chiffres consolidés puisqu'on en est à la deuxième vague. Une troisième vague est ouverte, une quatrième va arriver à la rentrée. Le marché se structure autour de cette proposition. Et on en est très heureux, notamment Havas. Effectivement, Raphaël est là au nom de l'UDECAM, mais en tant qu'Havas, la semaine dernière, ils ont annoncé une nouvelle norme qualité. Et dans le cadre de cette norme qualité, le fait que les acheteurs d'Havas puissent tenir compte effectivement des sites labellisés dans leur préconisation d'achat. Donc par rapport aux vœux pieux de l'UDA et cette logique à un moment de se dire voilà comment on arrive à être pertinent, transparent, efficace. Je pense que là, il y a une accélération depuis 12 mois sur une intelligence collective pour y arriver. Merci. On voit que les perspectives sont belles, elles sont passionnantes et elles sont enthousiasmantes. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, on peut vous applaudir.